J'ai une image, moi, avec une personne dans le désert avec sa 205 GTI et elle est suivie par un troupeau une horde de chevaux derrière pour montrer qu'elle va plus vite que les chevaux. Mon épouse, qui savait pas encore que c'était son cliché qui était envoyé, me dit putain, c'est quand même une fois dans ta vie, ça serait bien et tout ça et tout. Je dis ouais. Je dis par contre, c'est ta photo qui est qui a été envoyée, qui est exposée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Magma Voix Haute. Donc aujourd'hui, on accueille Sylvain qui est photographe professionnel. Bonjour. Donc Sylvain, tu es né en 1974 à Carmaux. Ouais. Et donc c'est une ville ouvrière remplie d'histoire. Comment tu qualifierais ton enfance ? Je la qualifierais d'apprenante en fait. D'apprenante, riche. Je dirais une enfance qui n'a pas été forcément ni facile, ni il a fallu que je devienne adulte assez... on va pas en parler forcément là, mais pardon, il a fallu que je devienne adulte assez rapidement en fait. Et du coup, riche et apprenante. Riche et apprenante, voilà, qui m'a forgé. C'est quoi pour toi l'enfance ? La découverte. La découverte de soi, la découverte des autres, la découverte de ce qui nous entoure, la découverte des sentiments, c'est la découverte, l'enfance. Ouais. Est-ce que certaines choses t'ont marqué à Carnot ? L'histoire militante, par exemple ? Oui, énormément. Carmaux, c'est une ville ouvrière, en fait. Et c'est une ville qui, de par son passé, a de fortes racines ouvrières socialistes, en fait. Jean Jaurès était député, jusqu'à sa mort, en fait, de la circonscription de Carmaux, en fait. Et c'est une ville où les habitants n'ont jamais plié. C'est une ville qui se laisse pas faire. C'est une ville où on respecte beaucoup de choses, notamment le pays, les institutions, les gens. Mais c'est une ville où on ne se laisse pas imposer les choses, en fait. C'est une ville où il y a eu un épisode pendant la Deuxième Guerre mondiale où les habitants ont repoussé, en fait, les Allemands, les soldats allemands, et ont pu libérer et à la fois Carmaux, et à la fois l'Albigeois, et à la fois le Ruthénois, Rodez, tout le coin. Et voilà. Forcément, ça forge, en fait. Ça forge un caractère. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas. Ça veut dire qu'on ne se laisse pas faire. Ça veut dire qu'on a son droit de regard. On a un droit sur ce qu'on veut faire de sa vie. Et les gens ne décident pas pour vous. Voilà. C'est une ville qui m'a appris ça. Pour couronner le tout, même si maintenant on en est loin, Carmaux a été champion de France de rugby. Alors dans les années 50. Et un peu plus tard, après, en groupe B, à l'époque. Et c'est une mentalité de rudesse. Les équipes sont assez rugueuses, en fait, dans tous les sports. Et voilà, ça m'a appris beaucoup. Tu as vécu longtemps là-bas ? J'ai vécu jusqu'à mon adolescence, jusqu'à mes 20 ans. En fait, les 20 premières années de ma vie, je les ai passées là-bas. J'y retournais de temps en temps après. Beaucoup d'amis sont encore là-bas. Et voilà, alors hélas, c'est une ville qui aujourd'hui, avec le déclin de l'industrialisation, en fait, les mines, c'est plus ce que c'était. Donc c'est une ville forcément qui aujourd'hui est en déclin et qui a perdu beaucoup de sa population, mais on sent vite ses racines, en fait, encore. Et on sent les gens qui viennent de Carmaux, qui sont retournés, il y a quand même ce côté-là qui apporte beaucoup, et dans la vie professionnelle et dans les rapports avec les gens. Voilà. Qu'est-ce que faisaient tes parents dans la vie ? Alors mes parents, ils étaient tous les deux en fait fonctionnaires d'État à l'époque. Donc mon père à la SNCF, ma mère au PTT, un pur produit du fonctionnariat français en fait. Et ma mère avait des responsabilités militantes syndicales en fait. Et donc ça aussi forcément ça a forgé. Forcément ça allait bien avec le cadre, avec la ville. Et donc, ça a forgé une liberté d'esprit, une capacité de résistance, de résilience, en fait. Et donc voilà, un respect des institutions, respect du pays, respect des grandes entreprises. Donc voilà, ça m'a appris ça, quoi. Voilà. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler de tes grands-parents ?
Ouais, alors mes grands-parents, c'est un des gros piliers, en fait, de ma vie. Aussi bien du côté maternel que paternel, même si c'est surtout du côté maternel que j'ai côtoyé mes grands-parents. Et mes grands-parents, ils sont beaucoup aujourd'hui sur sur mon rapport à la photographie, notamment. Mon grand-père avait des responsabilités au sein de la ville. Il a été responsable des anciens combattants, en fait, à l'issue de la guerre. Mes grands-parents, c'est des personnes qui ont connu la faim, qui ont connu la mort, qui ont connu une époque pas facile, en fait. Et c'est des personnes qui se sont toujours relevées, en fait, et qui m'ont toujours inculqué le fait de... voilà, après la pluie vient le beau temps, quoi. Voilà, ça va aller, ça va aller. Et du côté paternel, donc là, c'est deux immigrés espagnols qui fuient l'Espagne sous Franco, sous l'armée, la nuit, en passant ici, notamment par le Pays Basque, qui ont atterri à Bordeaux. Donc le grand-père qui est enrôlé, en demandant la nationalité française, enrôlé dans l'armée de France, en fait, à l'armée française, et donc qui a fini, alors pas sa vie, mais qui a fini sa carrière militaire dans un camp de concentration, en fait, alors qu'il était espagnol. Donc c'est des gens qui ont un respect fou et qui ont toujours un respect fou du pays, en fait. Et j'ai eu la chance de côtoyer ma grand-mère paternelle, en fait, dans la dernière partie de sa vie. Et elle avait encore cette vivacité d'esprit et cet amour pour la France, en fait. Le pays qu'il a accueilli. De très belles valeurs. De très belles valeurs. Donc, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils t'ont transmis ? Ils m'ont transmis effectivement cet amour du pays, des institutions, ce respect, voilà. D'être français, d'être fier de l'être, en fait. Et pour un grand-père que j'ai vu, puisque je l'ai vu, grand-père maternel que j'ai vu le plus souvent, avec qui j'ai passé beaucoup de moments, était très cultivé, en fait. C'était quelqu'un de très cultivé, quelqu'un qui découvrait beaucoup, en fait, qui faisait passer beaucoup de choses, où il y avait toujours des livres, des revues chez lui. On regardait pas mal d'émissions à l'époque que je trouvais peut-être un peu barbantes à l'époque et qui aujourd'hui, quand je vois, et qui au final ne l'étaient pas du tout. Et donc avec de grands présentateurs de l'époque, avec de grands speakers de l'époque. Et donc ça m'a permis de voir des BD, de voir des encyclopédies, de m'intéresser, de films qui à l'époque m'intéressaient pas, mais qui restent en fait en tête. Après derrière, cultivé. Ouais, voilà, des dialogues, des scènes, un intérêt pour certaines choses, et notamment pour l'image. Notamment pour la photo, je pense que ça vient de là. Je pense honnêtement que ça vient de là. Voilà. Donc, il y a une phrase qui t'a vraiment marqué de leur part ou de la part de tes parents pendant ton enfance ? Il y en a plein, en fait. Donc, je pourrais pas... Il y a des phrases qui m'ont marqué dans mon adolescence, que j'ai encore aujourd'hui en tête. Mais tu peux nous en citer ? Ouais, dans l'adolescence. Il y en a une, en plus, j'y pensais encore dernièrement, en fait. J'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de hand, en fait. Et mon entraîneur de hand à l'époque, qui s'appelait Bernard Gallo, en fait, et c'était un personnage, en fait. C'était toujours quelqu'un qui allait garder 10 minutes après l'entraînement pour parler avec toi, quand ça va pas, te demander où t'en es et tout ça. Quelqu'un, une proximité rare, et on avait tous l'impression qu'il faisait partie de la famille, en fait. C'était un mec génial, quoi. Et en fait, une fois, donc j'étais sur le banc, et le match se déroulait devant nous, et en fait, il y a un ballon qui part. Un mec de chez nous loupe la passe ou la réception, je sais pas ce qu'il fait. Le ballon, il part en touche comme ça. Et donc, je regarde. Donc, on est tous en train de motiver le mec pour aller chercher le ballon. Le ballon sort. Et en fait, il me dit, tu vois le ballon là qui est sorti, Sylvain? Donc, je dis, ouais. Il me dit, toi, tu vois un ballon? Je dis, ouais, je vois un ballon, on l'a paumé, on va prendre un but derrière. Et il me dit, moi, j'y vois ta vie, en fait. Et cette phrase, en fait, elle est restée. Et du coup, j'allais le voir après. Je lui ai demandé pourquoi. En fait, il me dit la façon dont le mec va se comporter pour aller chercher le ballon, en fait. Il m'a dit, il y en a un qui va le regarder partir, le ballon. Il y en a un qui va se dire, ouais, j'y vais pas, c'est trop loin, ça vaut pas le coup. Il y en a un autre, il va se jeter par-dessus le public, il va faire n'importe quoi, il va se blesser, il jouera pas de l'autre match, mais tout ça pour les copains, en fait, pour aller chercher ce ballon-là. Et en fait, il m'a dit, et ça sera ta vie. Il m'a dit, sur un ballon comme ça, sur un ballon perdu,
Je suis capable de voir ce que toi, tu vas faire de ta vie, en fait, à ton comportement. Et je me le suis dit encore récemment, en fait, ce truc-là. En me disant, j'y arriverai pas, ça va être compliqué. Et en fait, de voir le ballon, en fait, me dire, bah, qu'est-ce que tu fais? T'as le ballon, il est là-bas, tu fais quoi? Bon, mais ok, bien évidemment, t'y vas. Tu vas te faire mal, mais t'y vas. Voilà. Et ça, c'est une phrase qui m'a marqué et qui m'est restée. Parce que voilà, ça m'a accompagné plein d'années, ouais. Et à cette époque, le handball, c'était pas très réputé? Non, c'était pas télévisé comme aujourd'hui. C'était beaucoup moins, il faut se dire les choses, c'était à mon sens beaucoup moins technique qu'aujourd'hui. On n'avait pas sur le terrain les mêmes Golgoth qu'aujourd'hui. Ça allait moins vite. Ça faisait mal quand même, mais je pense moins mal qu'aujourd'hui. Voilà. Mais on avait un club qui tournait bien, puisqu'on jouait en national à l'époque. Et en fait, mais ça a pris beaucoup de choses en fait. Sur le terrain, on arrivait à voir quelqu'un qui faisait un sport individuel, quelqu'un qui faisait pas de sport individuel, quelqu'un qui avait les parents derrière, celui qui avait pas les parents. Ça a pris la loyauté, la camaraderie, le sacrifice, parce qu'on savait qu'on n'avait aucune chance avec le mec d'en face parce qu'il faisait 2 têtes de plus que vous, 20 kilos de plus que vous alliez ramasser, que c'était pas sûr que vous alliez finir le match, mais vous y allez pour les copains et aussi pour pas se faire chambrer à l'après-match. Mais voilà, ça prend plein de choses, quoi. Voilà, c'est un esprit de... C'était ton refuge? Oui. Le sport l'était grandement. Le sport l'était grandement et le handball en particulier parce qu'il y a ce côté camaraderie. Voilà, je faisais beaucoup de sport à l'époque, plusieurs sports d'ailleurs. Mais c'est sans nul doute c'est le handball qui m'a apporté le plus. Ouais, et même dans ma conception et dans ma construction d'être humain, quoi. Voilà, il y a pas photo. Il y a beaucoup de similitudes avec le rugby. D'ailleurs, beaucoup d'entraîneurs de hand viennent du rugby aussi. Beaucoup de publics de hand viennent du rugby. On l'a compris souvent, souvent assez rapidement, mais ou sur les parkings autres. Mais non, ça forge le caractère, ça forge un ado en fait, le hand. Et est-ce que tu peux nous parler de la première injustice qui t'a mis en colère? Est-ce que c'était dans le sport ou dans ta vie personnelle ou professionnelle? La première injustice, ce que je peux moi qualifier d'injustice, c'est donc je vous ai dit, mais mon grand-père s'occupait des anciens combattants, et donc il y avait ceux qui étaient revenus et les épouses de ceux qui n'étaient pas revenus, en fait. Et donc il avait chez lui beaucoup de revues, beaucoup de documents, beaucoup de choses comme ça et tout. Il avait une pièce en fait qui servait qu'à ça, qui est un bureau annexe dans lequel et donc moi souvent j'y allais pour faire des BD. Sans prétention, qui ressemblait à rien et tout, mais moi avec des BD d'enfants. Et en fait, j'ai mis un coup de pied ou je sais pas quoi dans une boîte en fait qui s'est ouverte. Et dans la boîte en fait, il y avait des cartes avec des photos en fait de ceux qui n'étaient pas revenus. Et en fait, dont il allait voir très certainement les épouses ou autres, ou du moins il honorait déjà le nom. Et j'ai trouvé ça injuste en fait. Parce que ces gens-là avaient un amour immodéré pour le pays. Ils étaient jeunes, bien plus jeunes que peut-être mon âge de quand j'ai tapé dans la boîte. Et ils n'en sont pas revenus pour de la folie humaine, en fait, quoi. Voilà, parce que c'est fondamentalement de la folie humaine, quoi. Voilà. Et j'ai trouvé ça profondément injuste, quoi, en fait. Profondément injuste. Il y a des enfants qui sont nés, le père n'était pas là. Ils le verront jamais, à part sur des photos, à part une fois par an au monument aux morts, quand on va dire leur nom ou autre. Je trouve ça injuste. Ouais. Est-ce qu'il y a une blessure d'enfance, c'est peut-être même celle-là, qui, pour toi, est aujourd'hui un moteur? Pas forcément celle-là, mais le moteur d'aujourd'hui, c'est le fait d'avoir été obligé de grandir assez vite, en fait. C'est forcément une blessure quand on est enfant, parce que quand on fait ça, on fait pas autre chose. Quand on est là, on n'est pas avec les potes en train de jouer ou en train de découvrir d'autres choses et tout. On doit découvrir une autre partie de la vie qui arrive très vite, très tôt. Mais en fait, c'est une entrave à ce moment-là. C'est un gros moteur après, quoi. C'est un gros moteur parce que ça permet d'avoir ça crée chez vous une maturité qui arrive assez vite, en fait. Assez vite. Et assez vite, vous savez... ça aussi, c'est une phrase qui m'a marqué. J'allais dire, assez vite, vous savez ce que vous voulez faire, en fait. Et ça, c'est une phrase, en fait, c'est mon premier manager
au boulot qui m'a dit ça. C'était un mec super, Xavier, il s'appelait, un manager. J'étais vendeur, en fait, seul, nomade, j'avais un portefeuille client, enfin voilà, je me gérais. Le manager, une fois, m'avait dit, tu sais, Sylvain, ce qui est important, c'est pas de savoir ce que tu veux faire. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux pas faire, en fait. Parce que ça va pas arriver tout seul, ça peut arriver, mais c'est pas forcé que ça arrive tout de suite, ce que tu veux faire. Par contre, il faut toujours te fixer ce que tu veux pas faire. Ce vers quoi tu veux pas tendre, ce que tu veux pas te forcer à faire. Ça ouais, mais je l'ai encore, donc elle y est encore. Donc, c'est encore une phrase qui t'a marqué. Ouais. Et ça, c'est un moteur. Ça, c'est un moteur aussi. Est-ce que tu peux te considérer comme un bon élève quand tu étais à l'école? Tu pouvais te considérer comme un bon élève? Non. Non, on peut pas dire ça. Non, si je respecte un peu mes parents, je peux pas dire ça. Non, en fait, j'étais assez en avance sur l'expression orale, sur l'expression écrite, sur les langues. Ça allait tout seul. Je préparais pas grand-chose, je parlais. Voilà. Et donc, je me suis vite aperçu qu'en fait, les seules choses où j'étais doué, c'était parler et taper dans un ballon. J'ai vite compris ça, en fait. Et les gens autour me l'ont fait vite comprendre aussi, d'ailleurs. Et non, j'étais surtout pas un scientifique, malgré que ce soit hyper intéressant. Aujourd'hui, quand je regarde le truc, je dis, quel dommage. Bon, enfin bref. Et j'étais pas un scientifique, j'étais pas un matheux, j'étais pas tout ça. Mais j'étais un communicant. Fallait que j'aille voir les autres, fallait que je parle, fallait que je joue, voilà, ça c'était mon truc. Donc pas mauvais, pas bon non plus, moyen, peut mieux faire quoi. Voilà, c'est à peu près ça que j'avais tout le temps. Voilà, peut mieux faire. Est-ce que tu penses que le sport a forgé ton caractère actuel? Ouais, à 100%. À 100%. Un peu, les parents ont fait le taf, voilà. Les grands-parents ont fait le taf, voilà, énormément. Et je pense que la plus grosse partie de ce que je suis aujourd'hui, de mon caractère, de mon activité actuelle, de tout ça, c'est le sport. Ouais, c'est le sport. Dans ma façon d'aller vers les gens, dans la façon de faire attention à ce que je fais, dans l'écoute que je peux avoir. Ok, bonne, qui est pas bonne, mais la tendance c'est la mienne. Oui, c'est le sport. Il y a pas photo. Ça fait beaucoup. Le sport, c'est une belle école de la vie en fait. Ouais. Dans le sport, ça ment pas en fait. Ça ment pas, le sport. Vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire, et la personne voit tout de suite à qui elle a affaire aussi. C'est rare qu'on arrive à dissimuler par le sport, enfin, je trouve. Non, c'est sûr. On avance un petit peu dans ta vie, du coup, à 20 ans. Tu avais déjà des rêves? Non, je voulais juste être heureux en fait. Moi, je voulais faire un truc qui m'intéresse. Hein. C'est un beau rêve. Être heureux dans la vie en fait, quoi. Voilà. Comme j'avais dû traverser quelques épreuves, en fait, si mon rêve à moi, c'était d'être heureux, en fait. D'une forme ou d'une autre, hein. C'est pas forcément attrait ni à la famille, ni à quoi que ce soit. Être heureux, en fait. Voilà. Ça, c'était mon truc. Ça fait nier, ça, quand on y est. Mais c'est vrai, c'est ça. Et t'as fait quoi comme études? Alors les études, j'ai fait un bac. Alors comme je pouvais pas tout miser, vous l'avez compris, sur le scientifique, en fait, j'ai fait le bac le plus moyen qui est. C'était le bac B à l'époque où on mêlait tout et tout avait le même coefficient en fait. Donc on pouvait être mauvais en maths, bon en éco, ça équilibrait. Je dis ça c'est pour moi, voilà. Et donc j'étais parti en B. T'as eu combien en maths? Ah man, je crois que j'ai. Je pense que. Bon, j'ai rendu un bel hommage à mon proche, je pense que j'ai fini avec un 4. Non, mais c'est vrai. Et en plus, il devait avoir des dons de voyance parce que de mémoire, je crois qu'il me l'avait annoncé en début d'année. Il m'a dit, continuez comme ça va se clôturer avec un joli 4. Et il s'est pas trompé. Il s'est pas trompé, donc voilà. Donc j'ai rattrapé avec le reste. Et j'ai fait ça. Et après, je suis parti j'ai fait une fac de langue, en fait. J'aimais bien l'anglais, en fait. Donc je suis parti en anglais, j'ai fait un DUT d'anglais. Et puis il y a un truc il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé et toujours qui a toujours attisé ma curiosité, en fait, c'est la com, en fait. Toujours pareil, parler aux gens, dialoguer,
s'intéresser ou autre. Et du coup, je suis parti en technique de commercialisation à l'époque. C'était surtout du marketing et de la vente, en fait. Et en alternance, et c'est là où j'ai intégré le groupe où je suis encore aujourd'hui, voilà, un groupe de télécommunications. Et c'est ce qui je me suis régalé, en fait. J'ai fait des choses dont je pensais pas forcément capable. Et c'est une vraie révélation, en fait. Une vraie révélation, ouais. Tu te souviens d'un gros déclic dans ta vie? Ouais, ça en fait partie. Hein. Ce type de formation, c'est pour moi, c'est un déclic. C'est un déclic. Je me suis dit, c'est ça que j'aimerais travailler là-dedans, quoi. Ouais, je veux faire ça. Et du coup, en alternance, je préparais des actions marketing à l'époque. J'étais avec une personne dont c'était le boulot, responsable, à Rodez à l'époque, et je me régalais, en fait, quoi. Voilà. Je faisais des études de marché un peu avant la zone de chalandise, on travaillait les villes, on faisait venir. J'adorais ça, en fait. Est-ce qu'il y a une autre époque dans laquelle tu aurais aimé vivre? Ouais, j'aurais adoré l'Amérique des années 50, en fait. Ouais. Ça me fait... chaque fois que je vois ça là, dans des films ou dans des séries ou autre, c'est les Mustangs, puis une forme d'insouciance malgré en fait les conflits armés dans lesquels ils étaient, tout ça. Et puis elle faisait rêver cette époque. Hein. Elle faisait rêver. C'était les États-Unis faisaient rêver le monde entier en fait à cette époque-là. Et j'adore cette époque. Et d'ailleurs ça, dans mes goûts musicaux, dans mes goûts visuels et tout, on retrouve beaucoup de ça dans mes photos aussi. Enfin, du moins je le sens. Je le ressens dans certaines couleurs, certaines. On va parler un petit peu de tes influences. Ouais. Tu avais des idoles dans le sport? Ah ouais, dans le sport. Ouais. Mes deux idoles, en fait, c'était des joueurs de NBA, en fait. C'était Michael Jordan, qui était une star. Une force de la nature, en fait. Une force de la nature et une force mentale énorme. Il avait un mental surdimensionné, en fait. Il lâchait jamais. Michael Jordan, ouais. Et Magic Johnson. Pour en fait, pareil, un gros mental, mais tout au talent, en fait. Un magicien, en fait. Bon, d'ailleurs, on l'appelait Magic, mais sur un terrain d'une beauté à voir jouer, du moins, c'est ce que je pense. Et une créativité, tout le temps le smile, tout le temps... mes deux grandes stars de l'époque, quoi. Mes deux grandes stars. Tu faisais aussi du basket? Oui, ouais. Handball et basket, ouais. Basket parce que ça me faisait rêver. Et handball parce que je trouvais dans le hand en fait ce que je trouvais pas forcément ailleurs, quoi. Ouais. T'as d'autres influences en dehors du sport qui t'ont marqué? Oui, qui m'ont marqué et qui continuent à me marquer aujourd'hui parce que du coup la photographie, c'est quand même ça. Il y a forcément une grosse influence cinématographique avec des univers très 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 marqués. Que ce soit Tim Burton, que ce soit Spielberg, que ce soit Coppola. Coppola, j'ai regardé encore, c'était quoi, il y a 15 jours, j'ai vu le Dracula de 1992 ou quelque chose comme ça, des années 90. Enfin, je me suis dit, mais ce truc, il a forcément mal vieilli. En fait, non, il y a une esthétique qui est fabuleuse. Alors, effectivement, par rapport à aujourd'hui, le maquillage et tout ça, ça vieillit. Mais l'esthétique, l'accompagnement musical est fabuleux. J'adore Tarantino. Des univers comme ça. Spielberg, Sofia Coppola, qui est la fille de... j'aime bien les univers qui sont assez imposants, où en fait, on oublie qu'on est on est pris dans le film et on oublie qu'on est en train de le regarder. On plonge dedans, on plonge dans l'univers, on plonge dans l'époque, on plonge dans ses personnages et tout. Ça a une grosse influence, ça. Et celle-là est musicale, en fait. À l'heure actuelle, on peut dire que tu es peuplé d'images et de sons. Est-ce qu'il y a une scène qui te revient souvent en tête? Alors, il y en a plusieurs, mais vraiment pour parler du cinéma, moi j'ai un film en fait que j'adore par-dessus tout. Les gens vont dire il est complètement machin. C'est un film de Sofia Coppola en fait, qui s'appelle Lost in Translation en fait. Une histoire toute bête en fait, c'est avec Bill Murray et Scarlett Johansson qui faisait ses premiers longs métrages en fait. Et donc Scarlett Johansson qui est son mari a un job en fait au Japon.
Et donc, elle est là, elle a l'hôtel et tout. Donc, elle connaît du monde sur place. Mais c'est pas elle qui bosse, c'est son mari. Et donc, Bill Murray qui est envoyé par son entreprise dans cet hôtel et tout. Et lui, il connaît rien, en fait, au Japon. Et donc, c'est cette espèce d'alchimie, de rencontre, en fait. Et elle va lui faire découvrir le Japon vu par son âge et avec ses amis à elle, alors que lui, il connaît rien. Tout ça pour dire que après le film, honnêtement, c'est sympa à voir. Vous verrez, la BO est géniale. Sofia Coppola, son mari, c'est le leader de Phoenix, en fait. Et les BO sont chaque fois géniales. Et la scène, c'est en fait, ils se disent au revoir, tous les deux. Et donc, c'est forcément, tout le film est ambigu, en fait. Et ils sont dans la rue, donc avec un balai incessant de taxi et tout ça. Et lui, il va prendre son taxi et elle vient de le déposer en voiture, en fait, dans un autre taxi. Et ils se font un geste de la main. Et en fait, ils ne peuvent pas en rester là. Donc, ils se retrouvent et elle lui dit quelque chose à l'oreille. En fait, on ne l'entend pas. Et du coup, j'ai toujours ce truc-là de me dire, mais qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Le truc, il a été répété 20 fois, tout ça, on n'en sait rien. Mais en fait, on ne sait pas. Et donc, c'est un peu comme les films de David Lynch, en fait. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas, on le voit 20 fois, on ne comprend toujours pas la fin, mais on revoit, en fait. Ouais. Parce qu'on dit, je vais essayer de comprendre, et tu comprends un truc qui n'était pas forcément prévu, mais pas ça, toujours pas ça. Voilà. Donc, cette scène, elle y est encore parce qu'elle est touchante. Elle est touchante et elle reste mystérieuse, en fait. Tu nous parlais de communication tout à l'heure. C'est quoi pour toi la communication ? La communication... c'est un vaste sujet, la communication. Vous le savez encore plus que moi. Moi, en fait, toute mon enfance, en fait, elle a été bercée par la communication, en fait, puisque je suis né, en gros, avec l'arrivée des dessins animés japonais, qui étaient à grand renfort de pubs sur les chaînes. J'ai connu les pubs des années 80-90 avec Seguela, avec tout ça, où on avait toutes les grandes marques, en fait, faisaient des quasi courts-métrages, en fait, de publicitaires. C'était pas du tout comme aujourd'hui. Et en fait, la communication, elle a tout fait, en fait. Elle a fait ses gros groupes, elle a fait la renommée de ses gros groupes, elle a fait la renommée aussi de personnalités politiques. Aujourd'hui, un politique qui n'est pas un bon communicant, ça marchera pas. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec vous parce que moi, c'est ce que j'aime. Vous, c'est votre truc, c'est votre métier. Donc, du coup, moi, ça me fait plaisir de discuter de ça avec vous. C'est essentiel. C'est essentiel, la communication. Vous pouvez pas, aujourd'hui, en 2025, vous pouvez pas passer à côté. C'était déjà valable il y a quelques années, mais aujourd'hui, encore moins, en fait. Encore moins. Vous pouvez pas passer à côté des réseaux sociaux. Vous pouvez pas passer à côté, on parlera peut-être, mais je trouve difficile de passer à côté de la photographie, de la vidéo. On va en parler après. De tes photos, d'ailleurs. Ouais. Une société peut pas se passer de communication. Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué, et je pense même qu'une petite société avec un bon service de com derrière, elle pourrait faire de beaux jours, même avec un monoproduit ou 2 ou 3 produits ou une gamme pas très étoffée. Autant je pense qu'une entreprise avec une gamme très étoffée, mais qui fait une mauvaise communication, et des scandales on en a vu, elle va pas faire de beaux jours non plus, quoi. Voilà. Donc pour moi c'est essentiel, et c'est bien que d'avoir l'œil et l'expertise de sociétés de communication qui ont entre guillemets, ça va faire très daron de dire ça, mais qui ont votre âge, en fait, parce que la communication, elle doit toujours coller à l'époque, en fait. C'est un élément essentiel, en fait. Elle doit coller à l'époque, et on va pas te dire le contraire. Ouais, vous le savez mieux que moi, voilà. Mais même pour voilà, on en parlera après, même pour un photographe comme moi, ou la société dans laquelle je travaille, la communication fait tout. Elle fait tout aujourd'hui. Elle vous fait une carrière, elle vous défait une carrière, tout. Et est-ce qu'il y a une campagne de pub qui t'a vraiment marqué ? Ouais. Dans les années 80-90, en fait, les pubs s'enchaînaient. Il y avait des pubs de constructeurs de voitures où on voyait une personne avec... J'ai une image, moi, avec une personne dans le désert avec sa 205 GTI, et elle est suivie par un troupeau une horde de chevaux derrière pour montrer qu'elle va plus vite que les chevaux. Et donc, du coup,
de façon sous-jacente, j'ai tant de chevaux sous le capot. En fait, voilà, c'était ça. C'était des pubs pour Coca, des pubs pour Orangina qui étaient faites par Alain Chabat à l'époque ou autre. Enfin, voilà, il y en a pas une qui m'a marqué plus que l'autre, mais c'est tout cet univers-là. En fait, c'était une créativité. À l'époque, c'était une créativité énorme. Alors, voilà, je ne veux pas faire le truc du c'était mieux avant, mais je trouvais que. Même si c'était mieux avant. mais en fait, ces années-là ont engendré, entre guillemets, des gens comme nous, quoi. En fait, qui ont ce regard-là. Et tu penses qu'une agence de communication, c'est obligatoire aujourd'hui? Ah ouais, oui. Ouais. Oui. Ouais, alors, en fait, s'attacher les services d'une agence de communication, ça appartient à chaque entreprise parce qu'en fait, il y a un aspect financier. Voilà. Mais ne pas faire de communication ou ne pas écouter certains conseils, parce que ça ne s'improvise pas. Enfin, vous le savez mieux que moi. Voilà, ça ne s'improvise pas, malgré ce qu'on pense. Et c'est pas comme ça. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Et c'est essentiel. C'est essentiel. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. L'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'est plus obligé d'investir dans un panneau 4x3 à l'angle d'une rue ou à l'entrée d'une agglomération où on dit le monsieur, vous voulez acheter des radiateurs, ben, il y en a machin et tout, c'est la 3e rue à droite et tout ça. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de ça et vous avez un potentiel de personnes qui est énorme par rapport à ce que ça aurait pu être à l'époque. Ah oui, ça a changé. Voilà. Mais ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas et heureusement qu'il y a des professionnels de ce secteur-là. 2025 sans com, je vois pas, ça me paraît inconcevable. Voilà. Pour un professionnel, du moins. Voilà. Est-ce qu'avant de commencer la photo, il y a un professionnel qui t'a inspiré plus que les autres? Il y a des professionnels qui m'ont inspiré dans mon entreprise d'aujourd'hui, qui m'ont fait grandir, qui ont fait, j'essaie d'employer une expression d'aujourd'hui, qui ont fait une meilleure version de moi-même. Voilà. Notamment, je travaillais avec une personne en arrivant à Bordeaux qui s'appelait Pascal, en fait, qui était responsable des relations sociales. Et lui, il m'a fait grandir dans le sens que il m'a petit à petit fait passer le fait que c'était pas qu'une histoire de lutte, que c'était pas qu'une histoire de clivage entre le responsable et la personne qui travaille dans l'équipe. C'était pas un clivage entre syndicats, entre machin et tout. Et qu'on pouvait aborder certains sujets sans forcément se rentrer dedans, qu'on pouvait discuter, s'asseoir autour d'une table, et que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que demain on va pas se parler. Et que voilà. Et cette personne m'a apporté beaucoup, donc lui m'a marqué dans son rapport à l'humain. Je dirais, lui m'a marqué. Et après, il y a un artiste qui m'a vraiment, vraiment marqué, qui a tout le temps alterné entre la photographie et la peinture, c'est Sol Leiter, en fait, qui est un photographe new-yorkais, et un peintre new-yorkais aussi, et qui a passé toute sa carrière photographique à descendre de chez lui, à rester dans les 3 rues qui étaient autour de chez lui, et qui refusait toute règle, en fait. Des règles de cadrage, des règles de composition, des règles de couleur, de machin et tout. Et qui s'affranchissait de tout ça, qui avait une liberté phénoménale, qui allait pas loin, et qui a toujours refusé la notoriété, et qui est immensément connu aujourd'hui. Et lui, artistiquement et en tant que bonhomme, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Ouais. C'est quelqu'un qui m'a marqué. Une humilité, bien. Tu commences la photo assez tard dans ta vie. Par où ça commence? Par recharger l'appareil déjà, la batterie. Non, c'est tout. C'est tout bête en fait. Je crois que c'est plusieurs événements successifs. Comme on disait tout à l'heure, en fait, moi j'ai toujours eu une culture très visuelle en fait. Donc de pub, d'univers cinématographique, d'univers musical. Moi, mon truc, c'est l'univers de Lana Del Rey, l'univers de Daft Punk. Ces univers très forts, en fait. Ça fait très has-been, mais l'univers de Mylène Farmer, voilà, vous pourrez le couper. Il y a l'univers de Michael Jackson, pareil.
en fait, c'est des univers très marqués, très artistiques, en fait. Très artistiques. Et qui le sont toujours. Hein. On en parlait, Mylène Farmer, mais tout ce qu'elle fait aujourd'hui est très artistique toujours. Et en fait, c'est plein de successions d'images, en fait, qui moi, tournent en boucle, en permanence, tout le temps. Même quand je parle, quand j'analyse tout, ça me fait penser à ça. Et en fait, mes grands-parents revenaient de voyages ou de week-ends et tout. Ils avaient les visionneuses là, à l'époque, là, comme ça, là, clac, clac, clac. Il y en avait 12 dedans. Envoyer des photos. Ça, c'était génial. Je trouvais ça génial. Ils avaient des appareils photo jetables. Et donc, moi, j'étais une petite pellicule là, pour les vacances. Je faisais des photos loupées, machin. Je n'avais pas exposé. Mais je trouvais ça génial, en fait. C'est génial. Donc, ouais, voilà. Et comme c'était flou à l'époque, comme ça ressemblait pas forcément à grand-chose, comme c'était suggéré quand on avait beaucoup d'imagination, parce que la photo, elle était quand même bien loupée, en fait, moi, j'ai adoré ça, en fait. Ce côté flou, tout ça. Et donc, un jour, avec mon épouse, on dit, on va aller ça te dirait d'aller en Corse, on va en Corse. Comme la Corse est magnifique, je l'ai vu sur des images et tout, j'ai dit, on va pas faire des photos au smartphone, ça fait dommage. Je vais acheter un appareil photo. Et là, du coup, on prend des photos et tout, alors certaines sympas et tout, mais bon, sans forcément de prétention. Je prends l'appareil, je rentre, il est sur l'étagère, je ne touche pas pendant 2 ans. On repart en vacances après, je reprends l'appareil, je prends des photos, machin et tout. Je touche pas, je repose, je touche pas. Et puis là, on est en 2022. Et en 2022, il y a un truc tout bête. Je suis sur Pinterest, ou sur je sais pas quoi. Et en fait, je vois des photos de photographes, en fait. Et donc, forcément, Cartier-Bresson, Doisneau, on fait tous ces gens-là. Mais aussi Viviane Meyerowitsch, plein de photographes comme ça, qui photographient la rue, qui photographient des couleurs insensées et des scènes insensées, en fait. Et toujours, jamais dénigrante, en fait. Toujours, soit sympa à voir, soit machin et tout. Et je dis, putain, c'est top. Mais, putain, je regarde l'appareil qu'ils ont. Je dis, mais, putain, le mien, il est mieux, il fait plus de trucs. Du coup, ça te rend, moi, je dis, mais c'est moi qui suis nul, en fait. Et ça part de là, en fait. Et je dis, putain, c'est vers ça que je tendre. Pas que je veux faire, parce que je me permettrai jamais. Mais c'est vers ça que je veux tendre. Et donc, le déclic là, en fait avec mon frère, en fait, qui fait un baptême de sa fille à ce moment-là et qui me dit, Sylvain, tu veux couvrir le truc en photographie? Je dis, moi, un stress énorme. Je dis, si j'y loupe le truc, louper le baptême de ma nièce, non, mais c'est pas possible. Donc, je dis, heureusement, il y avait mon épouse qui dit, toi, essaie de prendre des photos de ton côté au cas où. Voilà. Et je me suis régalé parce que les gens étaient en plus vachement bienveillants, très bienveillants avec moi, avec nous. Et c'était un super moment. Et dans la foulée, en fait, donc du coup, pour m'exercer, comme ça, je fais un shooting avec mon épouse qui est hyper résiliente sur ça et qui voilà. S'il faut que je réfléchisse 5 minutes, elle me laisse faire, en fait. Elle vient pas me voir, me dire, écoute, j'ai pas le temps, tu fatigues, tu saoules, on reverra plus tard. Non, elle me laisse faire, en fait. Et voilà. Et toujours dans l'encouragement, dans la bienveillance. Ça aussi, c'est un déclic, ça. Il faut avoir quelqu'un, enfin, moi, je pense qu'il faut avoir quelqu'un à côté qui vous aide. Et c'est parti. Et je l'ai plus jamais quitté, en fait. Et voilà, et je l'ai tout le temps. Je l'ai tout le temps avec moi. Je fais pas une sortie sans. C'est de l'avoir le plus possible. Et voilà. Et c'est parti de là. Tout bête. Incroyable. Tout bête. Ouais, tout bête. Et par contre, après, j'en ai bouffé. Du YouTube, des bouquins, des machins. J'ai fait que formation. Ça. Et là aussi, merci Sabrina. Parce que j'ai passé du temps. Sabrina, c'est ta femme, du coup. Ouais, Sabrina, mon épouse. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a cette faculté que vous, ça vous semble évident, en fait. Et dans votre boulot, ça semble évident. Nous, quand on voulait se former, en fait, il fallait aller à la médiathèque, à la bibliothèque. On cherchait des encyclopédies. On allait voir des professionnels. On essayait de glaner des infos à droite à gauche et tout. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube, il y a des mentors partout. Les gens ont tous leur chaîne YouTube. Mais c'est génial. C'est génial. Alors du coup, vous avez passé un moment formidable, mais vous arrivez toujours à trouver ce qu'il vous faut. Des fois, ça prend du temps ou autre. Moi, il y en a plein. Il y en a beaucoup qui m'ont aidé et qui m'aident encore. Il y en a un, j'ai fait une formation après
comme ça, pas à distance, avec des modules et tout, mais que j'ai découvert sur YouTube notamment, et sur Internet. Et c'est une chance phénoménale. Et est-ce que ça t'est arrivé de regarder des photographes qui se faisaient interviewer comme on est en train de le faire pour toi? Ouais, mais jamais dans ce cadre-là, j'avoue. Ouais. Non, mais en plus, c'est génial parce qu'en fait, ça permet... Nous, quand on est interviewé, en fait, dans le milieu de la photographie, en fait, ça reste dans un cercle de photographes. Ça reste entre nous, en fait. Et donc, du coup, on parle de notre passion, on parle de photos, et on parle avec des gens qui ont un œil de photographe, en fait, qui regardent dessus. Mais ça s'arrête là. Alors que là, le cadre, il est que, en fait, on discute de tout. Moi, j'ai du mal à dissocier la photographie du ciné ou de la musique ou de la com. Et je trouve ça... non, ça m'est jamais arrivé. Et franchement, j'en suis enchanté parce que je trouve ça génial. Et en plus, je sais que les gens que vous avez reçus avant étaient vraiment d'un milieu professionnel, des créateurs d'entreprises, des chefs d'entreprise et tout. Et une actrice aussi. L'épisode d'avant, c'est une actrice. Ouais. Et voilà. Et que ce soit une actrice ou que ce soit moi, c'est un milieu plutôt artistique en fait. Et je trouve ça super. J'espère que les gens, ça plaira. Voilà. Mais je trouve ça super. Je trouve ça super. Honnêtement. C'est un peu l'idée. Ouais. Il y a quelques mois, tu as été exposé à Milan. Ouais. Comment t'en es arrivé là? Milan, pareil. Milan, tout bête. Alors, pour mon activité de photographe, j'ai, comme tout le monde, en fait, un portail Instagram, parce que pour un photographe, c'est difficile de ne pas avoir de portail Instagram aujourd'hui, au moins pour se faire reconnaître, en fait, et pour dialoguer avec d'autres. Voilà. Et sur Instagram, en fait, j'avais beaucoup de photographes italiens. J'adore le courant italien, en fait, de photographie. J'adore leur rapport à l'esthétique. J'adore leur rapport au corps, leur rapport à la sensualité, leur vision de la vie. Ils ont souvent le smile, en fait, les Italiens. Et j'aime bien leur cinéma, j'aime bien la musique. Je suis un grand amateur de ce qui peut se faire là-bas. Et en fait, tout bête, je reçois dans mes invitations là, un mail d'une galerie de Milan qui s'appelle The Street Soup, en fait. Et un mail que je vois pas tout de suite. Je crois que j'en ai pris connaissance une semaine après parce que je vais jamais dans les invitations parce qu'en général, c'est des choses qui sont pas très recommandables. Voilà. Donc j'attends qu'il y en ait plusieurs, après je fais supprimer et puis ça part. Voilà. Bon, et là, j'allais faire supprimer, je regarde et je dis, c'est étonnant parce que ils ont des followers. Ce qui est aussi... Ce qui est rare. Ouais, ce qui est rare. Dans les invitations. Parce que dans général, il y a 8000 suivis, 0 followers. On sait que ça sent pas bon. Voilà. Là, c'était l'inverse. Et donc, je vais sur le portail de la galerie et puis je vois un peu ce qu'ils font. En fait, ils sont spécialisés dans les talents émergents. Et ils sont spécialisés dans la digitalisation. Donc, ils ne sont pas contre-courant, mais ils sont vraiment en complément de ce qui se fait dans les galeries d'art aujourd'hui, qui exposent des gens sur les murs ou autres. Eux s'occupent beaucoup de la partie réseaux sociaux, de la partie digitalisation ou autre. Il m'a dit, bon, Sylvain, est-ce que tu pourrais nous envoyer 2-3 clichés? C'est pour un concours et tout ça. J'envoie 2-3 clichés, dont un de mon épouse, un de ma nièce. On reste toujours... toujours dans la famille. Mais que j'aimais bien, en fait. Et... Le lendemain ou 2 jours après, en fait, elle me dit, Sylvain, donc c'est avec un maître de la photographie là-bas, qui s'appelle Maurizio Galimberti, et il travaille avec Polaroid, en fait, avec Pola. Okay. Il prend des photos un peu Pola, j'ai essayé pour pas trop rentrer dans le détail, vous voyez les photos Polaroid avec, comme c'est, le truc instantané, il prend des photos, et en fait, ces photos, il les met une à côté des autres, il fait une espèce de grande mosaïque qui fait une espèce d'image énorme, en général. C'est assez impressionnant à voir. Et donc, c'est parrainé par effectivement Maurizio Galimberti, Pola, et la galerie, en fait. Et donc, il me dit, Sylvain, tu as été sélectionné. Bon, ok. Et puis là, il m'envoie après le dossier, tout ça. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, c'est pas un petit truc, que c'est à Milan, que c'est exposé, que c'est machin, dans un palais plutôt sympa et tout. Donc, mon épouse, qui savait pas encore que c'était son cliché qui était envoyé, me dit, putain,
c'est quand même une fois dans ta vie, ça serait bien et tout ça et tout. Je dis ouais. Je dis par contre, c'est ta photo qui est qui a été envoyée, qui est exposée. C'est celle-là qui est sélectionnée. Donc voilà, moi ça me faisait hyper plaisir quoi. Que ce soit elle, ça me faisait super plaisir. Et en fait, on est arrivé là-bas. Je passe les détails et du coup, on s'est retrouvé à exposer à côté de photographes en fait que j'admire depuis que j'ai commencé la photo, en fait. Une bonne expérience. Ouais. Et c'est des gens qui vous regardent pas avec une suffisance quelconque. Il y en a beaucoup avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, en fait, et qui étaient ravis, en fait, qu'un Français, parce qu'on n'était pas beaucoup de Français, en fait, qui étaient ravis qu'un Français s'intéresse à ce qu'ils font. Moi, je trouve ça hyper artistique, en fait. Moi, j'étais même étonné qu'eux s'intéressent à ce qu'un Français comme moi, en fait, arrive. Et donc, on a essayé de trouver à peu près un dialecte commun et pour discuter. C'est des gens, c'est des artistes fabuleux, vraiment fabuleux, qui ont vraiment un univers qui sont super intéressants et qui sont très marqués et qui... ils photographient, je l'ai dit à un d'ailleurs, ils photographient... vrai, en fait. Vrai dans le sens que ça vous touche. Du moins, moi, ça me touche, en fait. C'est quoi pour toi une belle photo, du coup? C'est une photo qui est photographiée, comme tu dis, vraie? Ouais. Ok. Ouais. Pour moi, elle n'est pas forcément... c'est pas une photo qui se veut forcément esthétique. C'est une photo qui fait passer quelque chose, en fait. Un message? Ouais, un message, une sensation. Moi, sur des photos des photos que j'ai vues après des années 70-80, sur certains clichés, j'avais des odeurs, en fait, qui viennent. Okay. Parce qu'en fait, ce cliché-là vous rappelle votre enfance. Et cette enfance vous rappelle cette odeur. Et donc, du coup, après, tout s'enchaîne, en fait. Tu vois, le cliché, il y a les sons qui arrivent, la musique qui arrive, il y a tout qui s'enchaîne, en fait. Tu penses photographier pour ne pas oublier ou pour ne pas être oublié? Pour ne pas oublier, ouais. Pour ne pas oublier, ouais. Je crois que je crois que j'ai mis ça sur mon profil, mais c'est une façon immortaliser l'éphémère, en fait. C'est la scène, c'est juste ce truc-là. Je veux garder ce moment-là, en fait. Il est pour moi et je le veux dans ma tête, en fait. Je veux qu'il bouge pas et je veux que à ce moment-là, j'ai pris ce cliché-là, en fait. Voilà. Je veux pas que ça disparaisse. Donc, photographier pour pas oublier. Voilà. Le reste. Quand tu prends une photo, tu te sens plus acteur ou spectateur du moment? Acteur, acteur. J'adore la photo. Pour moi, c'est la photo. Elle doit être une expérience. Et la photo, elle doit être une expérience pour la personne qui est derrière l'objectif et pour la personne qui est devant l'objectif. La photo, pour moi, elle est réussie si les deux parties ont pris du plaisir à ce moment-là, en fait. Ça peut être un échange, verbal, ça peut être un échange autre chose, avec des yeux, avec autre. Et en fait, à mon sens, du moins ça c'est ma conception et tout, je ne pourrais pas le faire en étant spectateur. Il faut que je sois acteur, il faut que j'aille vers l'autre. Il faut que... voilà. Et s'il me dit non, qu'il m'explique pourquoi. Et puis voilà. Et moi, que je lui explique ce que je vais faire. La photo, c'est une fenêtre, en fait. Voilà, fenêtre, on peut partir dans un sens et on peut rentrer aussi dans l'autre sens. Et donc, c'est forcément partagé. C'est un moment partagé. La photo, elle s'impose pas à quelqu'un. Du moins, c'est ma conception. Elle est forcément... c'est un acte d'humain, en fait, une photo. C'est pas juste je prends un cliché comme ça à la sauvette. Je serais trop mal d'être dans un angle de rue, me cacher pour prendre une photo parce qu'il y en a un qui fait un câlin à son chien. Non, mais c'est pas possible, quoi. J'ai l'impression d'être un mauvais photoreporter ou un paparazzi pourri, minable. Enfin, voilà, je serais trop mal. Non, moi, il faut que la personne me voie. Il faut que si elle me dit non, elle me dit non. Mais il faut que faut parler. Humain. Faut parler. C'est un échange, en fait. C'est un cadeau que la personne vous fait. Quand elle vous dit oui, c'est un cadeau. Donc, voilà. On va parler un peu plus de tes projets pour les mois, les années à venir. Ouais. Aujourd'hui, c'est ta seule activité, la photographie, ou tu travailles à côté? Alors non, je travaille à côté. J'ai une activité professionnelle où je travaille dans un très gros groupe de communication, en fait. Je travaille aux ressources humaines, en fait, aux relations sociales, et surtout en branche syndicale, en fait.
Donc depuis... Par rapport à Carmo. Voilà. C'est ça, par rapport à Carmo, ça va. Et donc ça, je fais ça depuis quelques années sur le sud-ouest de la France. Donc il comprend les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, en fait. Donc ça, c'est mon activité principale. Et j'ai après une autre activité pour laquelle je viens de m'enregistrer, en fait, mais où il y a tout à faire, qui est une activité photographie, puisqu'aujourd'hui, je fais des photos souvent à titre privé parce que ça m'éclate et j'adore ça. Et là, j'ai en prévision pour le SE2, du moins pour la fin de l'année, de lancer un portail professionnel avec tout ce qu'il faut. Mais ça, du coup, je suppose que vous m'aiderez. Sur la partie communication. Sur la partie communication, le référencement, les choses comme ça. Et très certainement à destination des professionnels dans un premier temps, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, des shootings très certainement, des choses comme ça. Mais alors après, on en discutera, parce que personne n'impose rien, mais avec ma patte en fait. Voilà, avec ma patte. Okay. Aujourd'hui, on a... Voilà, pour les professionnels, il y a des millions d'images qui tournent, il y a tout le monde dans le smartphone, tout le temps prend des selfies plus ou moins douteux. Il faut un moment pouvoir se démarquer. Il faut que le professionnel puisse se démarquer, c'est votre job en fait. Et moi, il faut que je puisse me démarquer aussi, quoi. Voilà, donc c'est important. Mais donc c'est incessamment sous peu. J'ai eu quelques contacts aussi, donc voilà, c'est bien. Si tu devais résumer ce qui t'anime en une seule phrase, ce serait laquelle ? En une seule phrase, je crois que ce qui m'anime, ça va être très court en fait. S'il y a deux mots, il y a un c'est la vie. Alors, m'anime en tant que processus respiratoire, ça c'est certain, mais dans le sens de être humain en fait. Agir en tant qu'humain au sein d'une société d'humains et dans ma façon d'aborder les gens, c'est d'abord en tant qu'humain en fait. Ça c'est la photo qui m'a notamment appris ça et notamment j'en ai pas parlé, j'y pense maintenant parce que du coup tout à l'heure vous m'avez demandé s'il y avait vraiment un déclic en fait dans ma carrière de photographe qui est pour l'instant courte mais qui est quand même là. Il y a un bouquin qui m'a vraiment marqué. C'est un bouquin de Sophie Howard, je crois, si je ne me trompe pas. Ça s'appelle Slow Photography, en fait. C'est tout simple. C'est une personne qui vous apprend à envisager la photographie, en fait, comme une formule presque méditative, qui vous demande d'intégrer la photographie dans votre idéal de vie et dans votre façon de vivre. Et donc, ça implique derrière beaucoup de valeurs à respecter, qui sont l'humilité, la gratitude, la curiosité, la reconnaissance, le cadeau. Et c'est des valeurs qui... Ça aussi, c'est un bouquin qui a fait... donc, qui t'a forgé aussi. Ouais, et qui m'a rendu... voilà. Mon épouse m'a rendu meilleur, il n'y a pas photo, ça c'est certain. Et ce bouquin m'a rendu, je pense meilleur, ouais. On arrive sur la dernière question de ce podcast. Si ta vie était une photo, elle ressemblerait à quoi ? En plus, ma vie, ça serait un poster. Ça serait même en tout cas, pas un cliché. Ouais. Non, je pense que ça serait forcément une étendue calme, en fait. Paradoxalement, ça serait pas l'océan du coup parce qu'il y a les vagues, parce qu'il y a les choses comme ça. Ça serait plutôt un paysage. La mer Méditerranée aussi, ça serait. Ouais, Méditerranée ou un paysage. Voilà, ou le fond d'écran Microsoft ou montagneux, voilà. Et en fait avec tout mon univers qui vient graviter autour, j'arrive à avoir des moments où je compartimente les choses, mais c'est un joyeux bordel, mais c'est un joyeux bordel sympa en fait. c'est sympa. Voilà, ça m'ennuie pas plus que ça, au contraire, ça fait ce que je suis. Voilà. Okay. On te fait un cadeau, comme à chaque invité. Déjà, c'est un sacré cadeau d'être là, déjà, honnêtement. Merci beaucoup. Bon, je sais que c'est pas un véhicule, déjà. Non. Mais pas électrique en tout cas. C'est la batterie.
Sympa. Ouais, mais en plus, je me ferais un plaisir de le porter. Déjà de le porter, parce que j'ai en prévision certaines choses, en fait. Et c'est un super cadeau. Je vous remercie. C'est un super cadeau. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir merci, été là merci à aujourd'hui. vous, parce que honnêtement, c'est une première. Et je trouve... et du coup, le fait que vous ayez fait venir en plus une actrice, Oui. je trouve ça génial. En fait, Une jeune actrice. Ouais, En école d'actrice. Elle est en école d'actrice. jeune artiste deviendra grande. Mais on est tous des artistes, en fait, de ce monde-là, chacun à notre niveau. Et c'est génial, en fait, de pouvoir passer qu'il y ait des plateformes qui permettent de passer d'un univers à l'autre. Je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial. Pour nous, l'artiste incompris du siècle dernier, qui était tout seul à prendre ses photos, machin, et qui se dit, peut-être on va retrouver ces clichés à sa mort. Il y en a, ça existe, Yann Meyer et tout ça, les plus grands photographes, on a trouvé les clichés après leur mort, hélas. Mais ça, aujourd'hui, c'est plus. On a besoin d'agences de com, justement. On a besoin de vous, on a besoin de votre regard, en fait. L'impact familial et amical, en fait, il est énorme. Du moins, de la photographie, il est énorme. C'est important. Et c'est important de s'entourer de gens loyaux, bons dans ce qu'ils font. Et ça fait tout, quoi. Voilà. Donc, merci à vous, surtout. Merci à vous. Merci à vous. C'est un plaisir. On peut te retrouver sur les réseaux. Ouais. Alors, sur les réseaux, c'est tout simple. C'est Silvano _ on dit. Tiré du bas. Tiré du bas. Silvano _ photographie au pluriel. Ce sera écrit On le mettra dans la description. D'accord. Et donc, très certainement, mon portail pro que je vais lancer d'ici peu. Voilà. Et je ferai également la com dessus. Pour nous, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Instagram, TikTok. À magm-com. Le même tiré que toi. Le tiré du bas. Le tiré du bas. Merci à tous. Vous pouvez liker la vidéo, mettre un petit commentaire si vous avez quelqu'un en tête pour le prochain épisode. Partagez également. Et puis, on se dit à la prochaine. À très bientôt. Ciao. À bientôt.